Midi et demi, au cœur d'LCI Midi, à la une du débat politique, évidemment, un conseil de défense couplé à un conseil des ministres qui est toujours en cours, confinement, reconfinement. Rien ne sera tranché aujourd'hui, mais l'Elysée le sait, il avance en terrain miné. C'est parce que l'adhésion aux mesures de restriction est un point essentiel sur lequel nous allons d'ailleurs revenir dans un instant avec mes invités. François-Michel Lambert, bonjour. Bonjour. Député Liberté, Écologie, Fraternité des Bouches-du-Rhône. Bonjour Valérie Gomez-Bassac, député La République En Marche du Var. Bonjour Philippe Laurent, maire UD de Sceaux, secrétaire général de l'Association des maires de France. Valérie Nataf est toujours à mes côtés pour cette émission. Avant d'aller sur, oui, effectivement, la notion d'acceptabilité, c'est très dur à dire, c'est très dur aussi à accepter un troisième confinement, si troisième confinement il y a. D'abord, j'aimerais vous faire entendre ce coup de gueule assez féroce de François de Closet. Il est journaliste, il est essayiste, il a 87 ans, je le précise parce que ça a un sens à la lumière de ce qu'il nous dit, et il tient un discours assez rare pour être souligné. C'était sur LCI tout à l'heure face à Éric Brunet. Toutes les vies n'ont pas le même prix à ses yeux. Et le principe qu'on a admis, c'est que la vie n'a pas de prix et le même prix pour tous, pour toutes les générations. Moi, je dis que la vie a un prix et que ce prix n'est pas le même selon les générations. Que le prix de ma vie, la vie de gens comme moi, c'est pas très élevé. Parce que la vie, elle est derrière, il y a quelques années devant, c'est pas grand-chose. Mais la vie des jeunes de 20 ans, de 40 ans, ça, c'est capital et qu'il ne faut pas hésiter à sacrifier la vie des plus âgés pour assurer l'avenir des plus jeunes. Bon, et il précise, François de Closet, que les choses soient claires, qu'il a envie de vivre le plus longtemps possible. C'est pas l'enjeu. En revanche, il pose un débat sur la table qui est sans cesse esquivé, François-Michel Lambert, à l'heure où on cherche des alternatives au reconfinement pur et dur tel qu'on l'a connu en mars dernier. C'est faire un confinement par catégorie d'âge. Merci de cette question. Je crois qu'il y a une semaine, sur ce plateau, nous en échangions avec Valérie Nataf sur ce point. Je vois que ça avance beaucoup sur ce sujet. Et quel courage à François de Closet de dire de telles choses, finalement penser à la jeunesse. Donc moi, il y a une question, c'est tous les étudiants qui sont très souvent dans une détresse, qu'elle soit sociale, qu'elle soit financière, qu'elle soit psychologique. Ils sont enfermés pour une partie, malheureusement pas chez les parents, en facilité de lieux de visio-études, mais dans des chambres d'étudiants. Je crois que chacune d'entre nous sait ce que c'est qu'une chambre d'étudiants. Est-ce qu'on est vraiment en train de construire l'avenir en oubliant, est-ce que c'est une journée ouverte par semaine, comme le propose le président de la République, qui fera? Il y a une campagne de vaccination, j'en finirai là-dessus. Moi, je pose la question de est-ce que nous ne devons pas cibler vers les jeunes étudiants? Les vaccins d'abord. Les vaccins, surtout le AstraZeneca qui semble ne pas être pleinement utile pour les plus de 65 ans. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une stratégie de sauter des classes d'âge comme la mienne, de sauver évidemment les anciens, puisque c'est quand même le premier acte de ces vaccins, mais de sauter quelques classes d'âge de personnes comme moi qui n'ont peut-être pas besoin en urgence de vaccins. Socialement, j'en ai pas besoin. Physiquement, j'en ai pas besoin. Les étudiants, socialement, ils en ont besoin. Je vais passer par une anecdote pour vous répondre. Enfin, une anecdote. En 1968, la grippe de Hong Kong a fait 1 à 2 millions de morts, je crois. Ce n'était que des personnes âgées et on n'en a pas parlé. Le fait qu'aujourd'hui, en 2021, on s'intéresse à la durée de vie, à l'espérance de vie de nos plus âgés, pour moi, personnellement, c'est un progrès. Je ne suis pas évidemment pour qu'on sacrifie les étudiants, mais tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit de vivre, quel que soit son âge. Et j'ai beaucoup de mal avec le côté sacrifions les plus vieux pour sauver les plus jeunes. D'ailleurs, quand vous écoutez les jeunes, ils ne demandent pas ça. Non, pas tous. Entendons bien derrière le mot de sacrifice. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien compris. En tout cas, pour une génération intermédiaire comme la mienne. J'ai bien compris. J'entends ces propos, mais en effet, moi, je partage tout à fait votre avis. C'est-à-dire que c'est bien d'entendre cela d'une personne qui a cet âge et qui prend ses responsabilités et qui dit ça, mais toutes les personnes âgées n'ont pas le même discours. Déjà, moi, je me sens pas du tout de prendre cette position-là. Et même sur un confinement d'une partie de la population, de quel droit? Parce que dans ces personnes de 70, 75, 80, 85 ans, il y a des personnes qui sont en pleine forme et qui n'ont pas du tout envie d'être confinées. Moi, je suis pour des décisions qui soient justes, équitables et pour tout le monde. Bien sûr que pour nos jeunes, il ne faut surtout pas les sacrifier, il faut trouver des solutions. Alors, une journée à l'université, c'est déjà un début, mais bien sûr que ce n'est pas assez. Bon, après, il y a aussi toutes les problématiques techniques pour permettre aussi de la reprise des cours. Mais vous voyez bien, le de quel droit, il est aussi souvent convoqué par
par des jeunes qui savent que statistiquement, c'est horrible les statistiques, mais ça raconte une épidémie et la réalité d'une épidémie, que les victimes de cette épidémie, toujours trop de victimes, ont un certain âge. Et les plus jeunes peut-être vont commencer à se dire, mais de quel droit nous pour... Encore une troisième fois, on va nous confiner. Qu'en dites-vous ? Je ne pense pas qu'ils se disent ça. Bon, écoutez, nous sommes, enfin les maires notamment, enfin, comme tout le monde, mais enfin les maires peut-être plus, nous sommes évidemment peut-être confrontés à ce type d'interrogation, mais on l'abandonne immédiatement, hein, parce qu'en effet, on l'a toujours abandonné immédiatement depuis un an. Hein. Oui, mais bon, on va continuer, je pense, parce qu'en effet, les personnes âgées, les aînés, comme nous disons maintenant, ce sont des gens que nous essayons. Il y a une conscience citoyenne et puis c'est une question de civilisation aussi. Nous sommes en train de les réinsérer en fait dans la vie sociale. Il y a un travail important qui est fait au niveau local pour les réinsérer dans la vie sociale et dire ce ne sont pas uniquement des gens qui sont comme ça dans un coin, ce sont des gens aussi qui peuvent apporter quelque chose. Alors on n'y arrive pas totalement, mais en tout cas c'est une tendance depuis un certain nombre d'années. Mais en même temps, c'est vrai, moi je suis à Sceaux, donc une ville étudiante avec près de 10 000 étudiants qui fréquentent en temps normal l'université et avec un certain nombre de résidences étudiants, à peu près 1000 logements. Et en effet, nous mesurons très très bien la détresse qui est la leur, ou en tout cas le sentiment aussi d'abandon ou d'isolement. Alors on essaye, avec quelques associations, de les aider, de les accompagner, y compris d'ailleurs sur le plan matériel, hein, avec le concours des commerçants. Donc ça fonctionne pour quelques-uns et ça c'est positif, mais ça n'est certainement pas suffisant. Mais en tout cas, moi j'assiste aussi sur la grande détresse d'un certain nombre de jeunes, en effet. Alors, derrière ce débat, enfin dans la foulée de ce débat, même si je ne fais pas forcément de lien, il y a la question de la manière dont on va accepter des mesures, des restrictions. De quelle nature seront-elles ? On sait que pour l'instant, on temporise. Au sommet de l'État, c'est ce qu'on nous dit. Dans quelle mesure, au sommet de l'État, on regarde aussi ce qui se passe un peu partout ? Vous l'avez peut-être vous-même observé. Je vous ai pris quelques exemples avec les équipes qui ont préparé l'émission. Des images des Pays-Bas, même si la nuit a été calme, il y a eu 2 nuits de violence d'affilée. Des images en Espagne, des images au Liban, des images en Israël. On pourrait ajouter la Grèce, on pourrait ajouter le Danemark. Un peu partout, des scènes de désobéissance, de ras-le-bol qui s'expriment parfois dans une forme de violence face aux mesures restrictives. Ça, à l'Élysée, on en a conscience, on regarde ça de très près, Valérie Nataf ? Oui, je crois que c'est vraiment, ça fait partie des choses que le pouvoir regarde de très près, de la même manière qu'il regarde, même si, une fois de plus, Twitter, c'est pas un institut de sondage, mais il regarde la fortune de ce hashtag « Je ne me confinerai pas ». Il y a des inquiétudes. Qui fait Flores, je crois que c'est 40 000 tweets pendant le week-end. Je pense que le gouvernement, et singulièrement Emmanuel Macron, peut-être plus que Jean Castex, regarde ça avec très grande prudence parce qu'il n'est pas question d'utiliser une méthode qui va radicaliser une opposition. L'acceptabilité, comme on dit très joliment, du confinement a été forte lors du premier, un peu moins forte lors du second. Là, on est passé sous la jauge des 50%. Donc, il y a moins d'un Français sur 2 qui dit qu'il sera d'accord avec un confinement. Ça, ce sont des indicateurs avec lesquels il faudra compter. Écoutons-les, les Français, un pot pourri, du sentiment, pas de colère ou de violence, hein, attention, mais d'une lassitude qui dépasse tout. Je suis désabusé, je suis triste, je suis inquiet. C'est ingérable, voilà. Si on a un 3e confinement, ça sera la catastrophe parce que déjà que tous mes voisins sont fermés, je suis une des seules dans le coin, vous voyez personne. Je voudrais juste compléter en écoutant toutes ces personnes qui disent leurs sentiments. C'est aussi la faute du gouvernement, ce que le gouvernement a dit. On ira au 3e confinement vraiment que si c'est grave, etc. On va tout faire pour repousser le plus longtemps possible. Donc quand la possibilité se rapproche, forcément tout le monde a encore en tête l'idée que ça va être trop dur. Les mesures qu'il faut prendre là, que va peut-être prendre ou décider en Conseil de défense et de ministre le président de la République avec ses équipes, il faut les prendre à la lumière de cette crainte-là ? Il faut le prendre à la lumière de cette crainte-là, mais surtout par rapport aux exigences sanitaires. C'est-à-dire que c'est vrai que tout dépend de l'épidémie et de la propagation du virus. Donc c'est vrai que ce confinement est repoussé au maximum. On attend de voir aussi les effets du couvre-feu. Mais s'il doit être prononcé, il sera prononcé dans l'intérêt de tous. Alors j'espère que nous n'aurons pas les actes de violence que l'on peut voir ailleurs. C'est vrai que jusqu'à présent, les citoyens ont accepté. Et c'est dur parce qu'on en a tous marre. Genre, vous en avez marre, moi j'en ai marre. Je veux dire, c'est dur de ne pas vivre
normalement, comme on aime le faire, mais on sait aussi qu'il n'y a pas d'autres solutions et d'autres choix. Donc on essaie à chaque fois d'adapter les mesures. Maintenant, si le couvre-feu produit bien ses effets et si on peut continuer comme ça, ce sera peut-être aussi la solution qui sera choisie. Mais je crois que c'est aussi un gage d'honnêteté que de dire on a ce risque, c'est le confinement. Il est là, il faut le dire aux Français. Oui, alors ça, on nous le dit depuis plusieurs semaines. Et c'est important. Oui, François-Michel Lambert. Vous y croyez, vous, à l'exaspération au point de scènes de violence? Vous savez pourquoi il peut y avoir une exaspération dans un peuple? C'est quand il y a une incompréhension de ce que les dirigeants transmettent. Et vous avez donné un élément, conseil de défense. Je ne sais pas combien de conseils de défense nous avons eu depuis le début de la pandémie. Je rappelle que le conseil de défense, tout le monde est tenu au secret et qu'il n'y a pas de compte-rendu. Donc il y a à un moment donné quelqu'un qui exprime ce qui est sorti du Conseil de défense. Très souvent, c'est confié soit au Premier ministre, soit au Président de la République. Et derrière, nous devons y aller. En parallèle, je vois que Emmanuel Macron et cette majorité nous parlent sans cesse de démocratie participative et a tiré au sort 35 citoyens sur un plan de vaccination. Au moment où il faut bien décider, François-Michel Lambert. Sauf, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma je vous en prie, présentation. pardonnez-moi. Est-ce que, plutôt que de leur demander sur ce plan de vaccination, est-ce que ce n'est pas sur l'acceptabilité de ce mesure? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de partager? J'ai participé en tant que président de Liberté, Écologie, Fraternité à quelques réunions auprès du Premier ministre sur des décisions. Il n'y a pas de débat. Le Premier ministre arrive, pose un sujet sur la table et rien. Il n'y a pas le plan A, le plan B, le plan C, comment on le fait, comment on le module, qui est derrière nous. Il n'y a pas ça. Et le lendemain, vous avez le président de la République qui exprime la décision. Donc, à un moment donné, vous conduisez un peuple quand il comprend où il va. Et s'il y a une exaspération qui s'exprimera, c'est peut-être parce que la conduite de notre peuple français, elle n'est pas à la hauteur de ce que doit être la démocratie. Philippe Laurent, vous pensez la même chose? Oui, je partage globalement ce que vient de dire François-Michel Lambert. Moi, j'ai assisté en tant que secrétaire général de l'AMF à plusieurs rencontres des associations d'élus avec le gouvernement. Tout ça se passe dans un bon climat, mais en réalité, c'est une présentation des mesures prises. Et puis nous, on fait des propositions, on dit très bien, on a bien noté, au revoir. Mais il n'y a pas de débat sur ces questions-là. C'est assez dommage. Je crois que la communication de crise. Et vous croyez que les n'a pas Français été- sont très sensibles à ça? Enfin, Non, mais ça, non, mais c'est un exemple. à vos C'était pour rôles d'élus rebondir. respectifs. Non, mais je crois que la communication de Ils le crise sentent n'a bien, pas été bien gérée. Franchement, depuis le début, une communication de crise, c'est toujours la même personne qui parle à un moment précis. Je sais pas, par exemple, tous les soirs à 19h55, il y a 5 minutes, et on dit où on en est. Et si on avait fait ça, je pense que la crédibilité aurait été certainement plus forte, la crédibilité de l'action gouvernementale. Moi, je ne fais pas reproche au gouvernement de toutes les mesures qui sont prises, mais je dis simplement que c'est mal communiqué et qu'il n'y a pas cette régularité. Quand on dit que le président de la République parle le mercredi, puis après il dit, pour finir, je parlerai peut-être le samedi ou le dimanche, ça, c'est pas bien. C'est pas bien, indépendamment de ce qu'il va dire. J'avais dit, c'est la presse qui a dit plus c'est la que le presse. président. Alors, par ailleurs, ça, oui, c'est mais peut-être non, probable. si la presse, mais si la presse complète le ce dit, qu'avait c'est dit. dit quelque part. J'aimerais quand même réagir parce que lorsqu'on nous étions au premier confinement et qu'il y avait des prises de parole quasiment tous les soirs, de mémoire, je vais pas terminer tout tout le à monde fait. disait c'est trop, faut arrêter, vous mettez de l'angoisse, c'est pas bon. Vous Mais ça dépend comment on le dit. Ça dépend comment on le dit. Quand Édouard Philippe parlait, il n'y avait pas d'angoisse. Je peux l'entendre, mais là maintenant, c'est quand même une fois Exactement. par Pas d'angoisse. semaine, on a un point avec les ministres dans chaque secteur. Enfin, moi, ça me semble. Chers collègues, est-ce que vous suffisant aussi. sentez que les Et Français maintenant- décrochent? Attendez. Oui, les Les Français décrochent. Donc, Pour à un moment revenir donné, ce c'est que l'émetteur. vous disiez et Valérie à Nataf. l'acceptabilité, Gérard Larcher, le président du Sénat, demande par exemple que soit associé, pour répondre aux accusations sur le Conseil de défense, que soit associé le Parlement. Je ne sais pas si ça change grand-chose à l'acceptabilité par les Français, mais en tout cas, dans les structures, la structure démocratique qui est la nôtre, associer le Parlement plus peut-être... Philippe Laurent, est une encore un mot solution. là-dessus. Un mot, non, mais parce qu'on parle du confinement, mais il y a plusieurs possibilités de confiner. Moi, je crois que le vrai sujet, c'est l'école. C'est-à-dire le basculement, c'est la fermeture des écoles. Alors là, il va y avoir les vacances Ça scolaires. semble vraiment le sujet, le totem. Hein, c'est-à-dire, on fermera les Oui, écoles mais quand je on crois. aura Alors vraiment là-dessus, plus rien à non, faire. mais là-dessus, c'est moi, je veux vraiment dire que le essentiel. gouvernement, je veux quand même rendre hommage à cette volonté absolue de garder les écoles ouvertes. Ça, je trouve que, en tant que maire, je trouve que c'est une mesure qui est extrêmement importante. La fermeture des écoles, ça sera effectivement une catastrophe. Et j'ajoute que les enseignants, une partie d'entre eux, autour de 10% de grévistes hier, étaient dans la rue, notamment parce qu'ils
se plaignent des conditions sanitaires dans lesquelles ils exercent leur métier. On va suivre de très près, évidemment, toute l'évolution sanitaire. Ça concerne nos vies quotidiennes. On verra ce que nous en dit Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Il y a d'autres points d'actualité que j'aimerais aborder avec vous, notamment l'affaire de ce jeune homme, Yuri, vous le savez, ce jeune garçon qui a été passé à tabac par une bande en plein Paris. Il est toujours à l'hôpital. Dans sa poche, les enquêteurs ont retrouvé au moment de l'agression un tournevis, ce qui fait croire à la police qu'il y avait peut-être là derrière une affaire de règlement de compte entre bandes. Vous qui êtes député, vous l'avez peut-être entendu hier, Gérald Darmanin s'est exprimé à l'Assemblée nationale sur ce point. Et pour une fois, il a demandé ce qu'on arrête de pointer du doigt la responsabilité de la police dans tout ça. La responsabilité des parents qui aujourd'hui laissent peut-être des enfants de 13, de 14 et de 15 ans se taper à coups de barre de fer, à coups de tournevis. On peut tout accuser des institutions de la République. La République ne peut pas toujours faire le travail que doivent faire les parents. Alors allons au bout du raisonnement. Il faut donc sanctionner les parents, Valérie Gomez-Bassac. Est-ce qu'il faut sanctionner les parents? J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que les parents ont aussi leur part de responsabilité dans l'éducation des enfants. Je veux dire, ça, c'est pas un scoop, mais il faut surtout donner aussi les moyens, je pense, aux parents de faire face aussi à certaines situations. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez plus à contrôler votre gamin, c'est un vrai problème. Et est-ce que de sanctionner le parent sera suffisant? Je ne pense pas non plus. Donc, je pense qu'il faut aussi replacer un peu le débat, c'est-à-dire comment faire pour que ces enfants ne soient pas dans ces situations-là, pour qu'on ne se retrouve pas avec ces scènes de violence, et pour que les parents, s'ils n'y arrivent pas, et c'est pas une honte, parce que chacun a sa vie, c'est pas toujours facile, comment les aider, comment les seconder, et surtout pour pas qu'ils baissent les bras, quoi, pour qu'ils soient toujours dans l'aspect éducatif avec leurs enfants. Le maire de Sceaux, que dit-il quand si vous vous retrouviez dans une situation comparable? Je ne sais pas s'il y a des bandes du côté de Sceaux, mais est-ce qu'il faut en passer par une sanction des parents? Si le ministre de l'Intérieur tient ses propos à l'Assemblée, j'imagine qu'il y a un peu une idée derrière la tête. Oui. Non, je partage ce qu'on vient d'entendre de Gérald Darmanin sur ce point. Et nous le faisons d'ailleurs, nous essayons de le faire avec les associations, avec l'école des parents, avec les groupes de parole parentaux de parents qui viennent nous voir en disant « je n'y arrive plus, on n'arrive plus à gérer notre enfant qui a 13, 14 ans ». Ça existe. Très peu, mais ça existe. Qui viennent vous voir, oui. Oui, non, mais il y a quand même des parents qui sont conscients de ça, une petite partie. Et il y en a beaucoup qui sont encore plus perdus et qui laissent tomber. Et en effet, il y a un gros travail à faire pour lequel nous disposons de structures, mais certainement pas suffisamment. Mais c'est quand même avant tout cette volonté des parents. Donc je pense que avoir parfois un électrochoc et dire aux parents c'est votre responsabilité. Alors punir, le mot punir est peut-être pas le bon mot. Ça veut dire concerner, ça veut dire faire entendre les parents d'enfants qui ont ces comportements par le juge, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses à faire. En effet, il faut que ces parents prennent conscience qu'il y a des structures qui peuvent les aider, sans doute pas suffisamment, mais il y en a, et qu'ils ont aussi une responsabilité à l'égard de l'avenir de leur propre enfant et à l'égard de la société. Donc on fait de la pédagogie, si j'ai bien compris. François-Michel Lambert, vous êtes sur cette ligne? Pas tout à fait, même je vais être assez critique. Je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, regardez la séquence. Il y a un drame, mais je parle de la séquence politique. Le même jour ou l'avant-veille, le même ministre expliquait qu'aucun parent ne pourrait garder à domicile pour l'enseignement scolaire et que c'était bien la République qui devait recevoir tous les enfants dans les structures d'enseignement, notamment en école primaire. Donc d'un côté, on envoie un message aux parents, le choix de l'éducation que vous donnez à vos enfants n'est pas acceptable, il doit être dans un périmètre sous la contrôle. Là, vous confondez instruction et éducation. C'est pas pareil. Non, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Le message que l'on envoie, c'est que oui, mais il y a toujours instruction, éducation au sein de. Certains en font des choix d'avoir à domicile l'enseignement pour leurs enfants dans un cadre d'instruction plus global. Là, le message que l'on leur dit, même ceci, vous ne pourrez pas. Ça, c'est le premier point. Le second, je suis toujours, en tant que politique, à me méfier de porter à ceux qui ne le sont pas la responsabilité de mon propre champ d'action. Et donc, peut-être, et personne ne le niera, qu'il y a des parents qui sont démissionnaires,
Mais je préfère qu'on regarde la poutre de l'État et de notre République qui ne répond pas à ces enjeux en étant à la hauteur en termes de services dans certains quartiers peut-être perdus où il n'y a plus de services publics. Et j'aurais préféré que le ministre de l'Intérieur nous dise comment il allait renforcer Bon, là, ça se passait des dans le territoires 15e perdus. arrondissement de Paris, Non, mais pardonnez-moi. d'accord. mais la Oui, on notion ne de peut pas service se public- substituer sur tout. aux parents, C'est pas je ce pense que je suis aussi. en train de dire, mais sur un cas particulier, il renvoie la responsabilité globale au fait des parents. Et donc, je dis attention à ne pas ouvrir une boîte de Pandore qui ne serait pas à la hauteur de ce qu'est la République telle qu'elle a été fondée. Et je pense notamment à la Troisième République. Alors là, vraiment, je ne suis pas sûr de vous suivre, François-Michel Lambert, dans votre raisonnement. La Donc, Troisième qu'est-ce que- République, et c'est celle qui n'abandonne pas ses enfants. Oui, ça. Mais Et c'est là, pas c'est celle le qui sujet. dit c'est aux parents la responsabilité. Voilà. Oui, Et moi, je m'inscris dans cette Troisième République. Il s'en est passé depuis quand Mais même. qu'est-ce qu'a donné comme information hier le ministre de l'Intérieur sur ce sujet? Aucune. Mais les parents, Il a juste il a ciblé, sorti, il a je juste sais pas. ciblé les parents. Oui, alors encore Les une fois, parents avec ont toujours peut-être eu une idée derrière la tête, responsabilité je ne sais pas, éducative, mais Ouais, quand c'est- même- même sous la Troisième Et c'est Pardonnez-moi, ça qui est pas quand acceptable. Le ministre de l'Intérieur dit ça à l'Assemblée, c'est forcément pas anodin, Valérie Nataf. Et voilà. Vous soupçonnez, si je vous comprends bien, d'aller vers des sanctions comme le proposent certains élus de droite ou d'extrême ça, qu'on droite, entend. des Voilà. allocations familiales ou d'autres contributions. Je pense personnellement, je ne suis pas sûre que le gouvernement ait envie de s'engager sur cette Non, voie, c'est surtout pas ce pas en qu'a ce dit, moment. la ministre. Mais en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que la responsabilité de l'ordre républicain ne peut pas être de la seule République. La République, pour s'exercer, elle De doit l'État. être au cœur de chaque citoyen, donc de chaque Comment on famille. la met au Ouais, cœur? c'est un- Non, non, Non. mais Et c'est ça ma Attendez, question. Attendez, je ne suis pas du tout en train de dire que. Comment on la c'est met ça. au cœur? En tout cas, je voulais juste écarter l'hypothèse d'une suppression des allocations familiales. en Comment on cas la de- met au cœur? Oui, oui. C'était Non, ma non, question. Parce Mais qu'elle qui est dit, une question comment- souvent et régulièrement posée par les Républicains. Comment on Le revient à Rassemblement l'esprit de la national. Troisième République, celle qui a dit... Ben ça, c'est un vaste chantier. Et oui, et on un s'en vaste éloigne sujet. et je le regrette. Et nous aurons l'occasion de Je le reprendre nos regrette. débats. je n'en L'esprit de doute Jean pas. Jaurès, on s'en éloigne. Nous aurons l'occasion de reprendre nos débats, je n'en doute pas, dans les prochaines semaines, les prochains mois sur ces sujets et bien d'autres. On a en tête, encore une fois, la prise de parole de Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. On verra bien ce qu'il nous dit, le porte-parole du gouvernement, après un Conseil de défense, un Conseil des ministres, où forcément s'est posé la question de quelles nouvelles mesures, restrictions, faut-il de nouvelles mesures et de nouvelles restrictions à la lumière de l'évolution de l'épidémie. Nous en parlons dans un instant.